Sud Radio, l'interview exclusive d'Antoine Dupont, François Trio. Bonjour à tous et merci d'être sur Sud Radio. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Je suis très honoré d'être ici avec toi. On va se tutoyer pour cette interview exclusive. Voilà, je suis le représentant de la team rugby, bien sûr, de Sud Radio, qui est la radio du rugby, celle qui fait vivre, bien sûr, la Pro D2, le Top 14 et tout le rugby international. On est heureux d'être au Stade Toulousain avec toi, Antoine, voilà, pour cette interview. Alors tout d'abord, félicitations, parce que quand même, aujourd'hui et depuis quelques jours, on le sait, tu vas réintégrer le 15 de France. Bon, c'est pas franchement une surprise. Non, mais bon, c'était quand même une période qui a été longue au final, c'est la plus longue peut-être pour moi sans jouer avec l'équipe de France. Et évidemment, j'ai suivi le tournoi à distance et j'étais déçu, comme mes coéquipiers, des prestations qui n'étaient pas forcément au niveau de nos espérances. Et on espère qu'on pourra redresser la barre pour cette tournée. Ouais, tournée de novembre, on va en reparler un petit peu plus tard. Retour à la compétition là aussi il y a quelques semaines. Tu le juges comment, ton retour à la compétition au rugby à 15 ? On a eu 2 victoires en 2 matchs, donc c'était plutôt positif. Et évidemment, ce triplé qui a fait beaucoup parler pour le match où je suis revenu contre Clermont. Au final, c'est des situations où j'essaye d'être à tous les matchs et il y a des fois où ça ne marche pas. Et là, quand je reviens de 3 mois de vacances, ça marche. Donc peut-être que je leur avais manqué, ils voulaient me faire des passes plus que d'habitude, je sais pas. Ouais, un triplé en 9 minutes, c'est rare. C'était ça surtout, aussi au-delà du triplé, c'était le fait que ce soit si rapproché. Tu penses que ton retour a été bon? Tu te mets quelle note, toi, sur ces premiers matchs? Je laisse les journalistes me noter, ils adorent faire ça, donc je vais m'en passer. Bon, souvent, c'est très bon pour toi, donc voilà. Mais enfin, en tout cas, en termes de sensations, on se réadapte vite comme ça quand tu as quand même terminé sur le 7. Ensuite, il y a eu 10 semaines de vacances, entre guillemets, ou en tout cas sans rugby. Est-ce qu'on retrouve vite les habitudes? J'étais quand même passé au club 2-3 fois pendant le mois de septembre. Je venais, je faisais 1-2 jours où je faisais de la prépa et je faisais quand même les séances collectives avec l'équipe, donc ça me permettait de garder un pied dedans. Et puis le système n'a pas beaucoup changé, quelques évolutions. Tous les joueurs, je les connais par cœur, donc au bout de quelques jours d'entraînement, ça revient très vite. Bon, on sait que dans un groupe de rugby, notamment au Stade Toulousain, il y a une bonne ambiance. Quand on est absent si longtemps, forcément, il y a un accueil. Est-ce que tu as dû faire quelque chose, je sais pas La Corée, évidemment. Avec Nelson, on n'y a pas échappé dès qu'on est revenus tous les deux. On a dû leur montrer un peu parce qu'ils étaient quand même hyper impressionnés. La danse du rugby à 7. Exactement. Voilà, qui, au bout d'un moment, c'était un peu un peu redondant, ouais. Moi, j'ai cru percevoir sur certaines, notamment sur la célébration du 14 septembre, je crois, où tu étais un peu à l'écart, tu étais moins dans le rythme. J'étais toujours un peu à l'écart au cas où qu'il y ait une fausse note ou quoi, je préférais me cacher un peu. C'est le plaisir quand même de retrouver le Stade Toulousain, c'est un peu la maison. Ouais, bien sûr, quand on part pendant la période qui a été la mienne de repos, j'ai pu me régénérer, me profiter pour faire d'autres choses aussi, mais j'étais content aussi de revenir au club, puisque au-delà du rugby, j'ai beaucoup d'amis dans l'équipe et de pouvoir retrouver ce quotidien de l'équipe, déconner avec les mecs, pouvoir s'entraîner aussi, puisque le retour au terrain, évidemment, ça me titillait un peu à force, donc il y avait beaucoup d'enthousiasme quand je suis revenu. Ouais. 10 semaines, c'était ton choix ou c'était une obligation légale, par exemple? Non, c'était une discussion qu'on avait eue avec Hugo déjà la saison passée, de savoir combien de temps serait ma coupure. Et après, j'ai aussi réfléchi en fonction de la tournée avec l'équipe de France, la tournée de novembre, où je savais qu'il me faudrait quand même quelques semaines pour me remettre en jambes. Et donc, on est tombé sur cette date-là qui concordait pas trop mal. Voilà. Et une reprise, tu es rentré le lundi et tu étais dans le groupe dès le samedi. Voilà. Mais je savais depuis le début que j'étais pressenti pour être sur la feuille dès le week-end qui arrivait. Donc, il fallait que j'arrive quand même en forme, quoi. Voilà. Mais bon, on a vu quand même ton été. Si on te suit sur les réseaux sociaux, on a vu que tu as joué à toucher, que tu as fait du tennis, que tu allais faire un peu de foot américain, tu as un peu varié les plaisirs. Le sport fait partie intégrante de ton quotidien. Oui, bien sûr. Je me passionnais de sport à la base. Donc, quand j'étais petit, je pratiquais un peu tous les sports. Du moment qu'il y avait un ballon, quelque chose de ludique, ça m'intéressait. Et c'est vrai qu'avec nos carrières, on n'a pas forcément l'occasion d'avoir de plage à part l'été, de pouvoir faire d'autres choses, de pouvoir se dépenser en faisant autre chose que du rugby. Et comme ça m'avait un peu manqué aussi cette période d'innocence presque, j'ai envie de dire, où juste on s'amuse avec les copains, j'ai pu en profiter cet été.
Bon, et on est content en tout cas de te retrouver. On est sur Sud Radio pour cette émission spéciale avec Antoine Dupont, interview exclusive. La tournée de novembre arrive avec le 15 de France. Tu vas réintégrer après un an d'absence, après ce quart de finale perdu, on y reviendra. Mais un an sans match international à 15, tu redoutes un peu le retour, même toi, Antoine Dupont? Ouais, bien sûr, il y aura toujours de l'appréhension, comme j'en avais avant de revenir le week-end contre Clermont, mais c'est ça qui est stimulant aussi, qui nous motive à faire les efforts au quotidien, à se préparer de la meilleure de manière pour essayer de répondre aux exigences qu'est le niveau international, qui, on le sait, est quand même un ton au-dessus du top 14, surtout qu'on a quand même du lourd qui arrive en novembre et il faudra être prêt. Ouais, je crois qu'il y a les All Blacks. Hein, c'est ouais, quelque chose comme ça. Ouais, le 16 novembre. Voilà, c'est pas mal. Un an après la Coupe du Monde, match d'ouverture, victoire dans l'étuve du Stade de France. Oui, bien sûr, c'est toujours quand même des matchs mythiques de pouvoir avoir la chance de jouer les All Blacks. En plus, à Paris, évidemment, il n'y aura pas que ce match-là, mais bien sûr que ça restera le match phare de la tournée. C'est le coup d'envoi aussi pour un nouveau cycle pour toi, cette tournée? C'est le coup d'envoi vers la Coupe du Monde 2027? Oui, bien sûr, et puis aussi le nouveau staff que je n'ai pas pu côtoyer au quotidien, même s'il y a eu des échanges, donc il y a eu de la nouveauté dans le staff, donc physique, rugby, aussi sur le terrain. Beaucoup de nouveaux joueurs aussi, on l'a vu dans cette liste que j'ai pas trop côtoyé non plus, si ce n'est les week-ends en top 14, mais dans l'équipe d'en face. Donc oui, il y aura pas mal de nouveautés, et évidemment que ça nous projette vers le prochain objectif ultime qui sera la prochaine Coupe du Monde. Voilà, le titre qui te manque, mais on ne va pas remettre le couteau dans le pied. Patrick Arletas, donc, fait partie des nouvelles têtes que tu vas découvrir. Et il y a aussi un nouveau concurrent, Nolan Le Garec. Là aussi, ça fait partie des nouveautés. Tu vois ça de quel œil, cette jeune génération? Tu n'as que 27 ans, tu en auras bientôt 28, mi-novembre. Mais même un joueur comme toi se dit, tiens, attention à ce concurrent. Quand on regarde les dates de naissance de certains dans la liste, même moi, je prends quand même un coup de vieux. Et oui, ils ont eu des très bons résultats avec les équipes de France jeunes. Et c'est normal qu'avec les prestations qu'ils font en top 14, ils soient appelés. Nolan, Emilien, Théo, Atisogbe, Paul Coste de chez nous qui va arriver aussi. Nolan, j'ai eu l'occasion de le côtoyer déjà au tournoi, c'était 2023 je crois, où il avait fait une feuille de match où il n'était finalement pas rentré, mais qui était venu s'entraîner plusieurs fois avec nous. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un joueur de qualité à son poste, ça pousse toujours à essayer d'être meilleur, à essayer de se surpasser au quotidien et le week-end, et ça peut avoir qu'un impact positif. Alors j'ai des questions de journalistes. Une m'est soufflée par un certain Yohan Huget, qui est notre consultant rugby, qui est ton ancien coéquipier. Non, ne sois pas inquiet. Mais alors, il me dit, demande-lui ce qu'il pense du nouveau cadre qui va être fixé aux joueurs à la suite des dérapages en Argentine. Voilà, qu'est-ce qu'il pense de ça? Et est-ce que toi, en tant que capitaine, tu as été par exemple consulté pour concevoir ce nouveau cadre par l'équipe en place, Jean-Marc Lermé et Fabien Galtier? Pour une fois qu'il a une question sérieuse, Yohan, c'est bien. Mais oui, donc, évidemment, j'étais extérieur à tout ce qui s'est passé, que ce soit au tournoi, à la tournée de novembre. Moi, j'ai vécu ça de loin, même s'il y avait des échanges avec le staff, et on a discuté avec Fabien. Et oui, bien sûr qu'il y a eu une réelle prise en compte des événements passés. Il y a des choses qui seront mises en place dès qu'on a discuté, et qu'il faudra qu'on en discute encore quand on va se retrouver. Mais oui, bien sûr que ça fera partie aussi des nouveautés sur cette tournée. Ça prouve que tu es sûr d'être capitaine? Et non, pas encore. On va en discuter aussi avec Fabien et le staff qui, je pense, ont leur petite idée. Tu sais que tu vas battre un record dans cette tournée de novembre. Si tu es capitaine une fois, tu égaleras Jacques Fourou. C'est beau, ouais, c'est pour toi qui as joué à Auch, ça me parle. Ouais. Ouais, ça te parle. Et si tu es capitaine deux fois, tu égaleras Michel Crost, voilà, le Pyrénéen que tu es. Alors c'est plus ancien, c'est plus ancien, mais oui, mais ça fait partie des grands noms du rugby français. Des grands noms. Tu suis toujours cette culture du rugby, même si on t'est pris dans ton quotidien, cette histoire de rugby, elle a, on va dire, accompagné ton enfance et toujours sûr. Encore oui, toujours, et ça le sera toujours. Le rugby aura toujours une place hyper importante dans ma vie, et cette passion-là, vu que je l'ai depuis petit, j'ai pu la nourrir aussi des joueurs que je regardais quand j'étais petit, mais aussi des joueurs qui ont fait partie des grands moments de l'équipe de France. On a toujours beaucoup de respect pour tous ces anciens joueurs de l'équipe de France avec qui on a peu l'occasion d'échanger
au final, mais il y a quand même toujours beaucoup de respect. Ouais. Du respect, bien sûr. Et surtout, quand même, une année 24 qui restera gravée à jamais dans ta tête, en tout cas dans l'histoire du rugby français, mais aussi pour toi. En termes d'émotion, où tu places la barre entre le doublé, par exemple, toulousain, qui est assez rare, hein, c'est le deuxième, mais c'est quand même pas fréquent, et ce titre de champion olympique. En termes d'émotion, c'était quoi le plus fort? C'est toujours très difficile de graduer les émotions qu'on vit dans des moments comme ça, et c'est très souvent lié aussi au scénario, à comment se passe le match. Et au final, la plus dure finale des trois, ça a été celle de la Coupe d'Europe, où on a eu un scénario compliqué avec des prolongations. On finit avec un carton rouge, donc beaucoup de tension. Évidemment, quand il y a un match qui est aussi tendu, qu'il y a un dénouement heureux, il y a tout un relâchement de tout ce qu'on emmagasine pendant 100 minutes du coup. Je pense que le coup de sifflet final, ça a été peut-être le plus fort sur la Coupe d'Europe. Et malgré ça, il y a ce doublé avec ce match et ce scénario qu'on connaît qui au final nous a pas laissé de suspense. Mais une fois qu'on réalise qu'on a fait un deuxième doublé qui reste historique dans le rugby français, on se rend vraiment compte qu'on a fait quelque chose de grand. Et 3 semaines après, un mois après, je me retrouve avec une médaille d'or olympique autour du cou, où je pense on a presque tous été dépassés par ce qui nous est arrivé. C'était le premier jour des JO officiels, puisque c'était le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Et une fois qu'on a eu cette médaille autour du cou et tout ce qui s'en est suivi, ça a été des moments incroyables. Et oui, quand je dis qu'on n'aurait pas pu imaginer, on a vraiment pu mesurer l'impact que peut avoir les Jeux olympiques dans le monde entier, et encore plus en France, puisqu'on recevait ces Jeux. Et on a vraiment eu cette sensation d'avoir déjà lancé aussi ces jeux pour toutes les équipes de France. Je pense que ça a donné beaucoup de motivation, peut-être plus aussi aux équipes collectives, puisqu'on s'y retrouve un peu plus. Mais même dans les sports individuels, on a vu d'autres joueurs, d'autres athlètes qui ont gagné et qui ont dit que ça les avait motivés, et de ressentir tout cet amour des gens. C'est dur à mesurer, c'est dur de mettre des mots dessus, mais c'était bien sûr une joie incommensurable. Et à la fois, moi j'étais au tournoi de Madrid, j'ai vu les Jeux Olympiques. Tu as dégagé une telle impression de facilité qu'on avait l'impression que c'était tranquille pour toi, enfin par rapport à... Ouais, ça m'intéressait justement que tu me racontes ça de l'intérieur, parce que quand tu rentres face aux Fidji en finale, on a l'impression que un sprint, une remise intérieure à Grand Didier, voilà, tout semblait facile. Il y a des fois où les planètes s'alignent. Après, évidemment qu'on voit mon sprint, mais si on regarde la hauteur où saute Aaron pour récupérer le coup d'envoi, on le sait, à 7, les coups d'envoi, c'est quelque chose de crucial si on veut pouvoir être performant. Et après, je me retrouve mon premier ballon à avoir un boulevard devant moi, et avec un joueur qui revient, mais avec quand même du champ. C'est un boulevard. Ouais, j'ai quand même de la place. Donc évidemment, après, moi, je suis rentré avec beaucoup d'envie, de motivation. Je tente l'extérieur où ça passe. Et cette action-là, je pense qu'elle nous donne un coup de boost pour la fin du match. Et mentalement, je pense qu'aussi, c'est là qu'on est passé devant les Fidjiens, qui ont senti qu'il y avait une énergie une énergie au sein de nous qui allait nous pousser et qui allait surtout les pousser à eux pour le dénouement qu'on connaît. Ouais, mais alors je savais que tu allais plus ou moins un peu me répondre ça, mais quand même, quand tu es à Madrid, dans ce quart de finale, je crois que c'est contre la Grande-Bretagne, que tu as le meilleur joueur anglais, je crois que c'est Ferguson qui s'appelle, et que tu le repousses sur 20 mètres, là, il allait te pousser en touche, et il en va quand même de la suite du tournoi pour l'équipe, et on a l'impression que c'est simple. Enfin, quand on me voit dans l'état dans lequel j'étais dans l'embut après, c'était pas simple, parce que le rugby à 7, il te pousse dans tes retranchements physiques où j'ai été des fois pendant les matchs dans des états où ça m'est jamais arrivé d'être comme ça à 15, et on voit des fois qu'au final c'est plus le corps qui parle, c'est la tête, et au final je me retrouve face à ce joueur, mais qui était le moins costaud de l'équipe aussi, donc je savais que j'avais plus de chances de pouvoir l'éliminer en lui rentrant dedans, qu'au final j'avais pas d'espace. Donc des fois tu tentes, moi je tente beaucoup de choses sur le terrain, il y a des fois ça marche plus que d'autres, mais évidemment que quand ça arrive dans des moments importants comme celui-là, ça pousse aussi toute l'équipe.
On est toujours avec Antoine Dupont, bien sûr, sur Sud Radio, interview exclusive pour revenir, pour vous, les amateurs de rugby, sur cette saison assez incroyable. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le 7, notamment pour le meilleur point d'amélioration que le 7 t'a apporté? Je pense que ça a été surtout mental, hein, parce que de pouvoir, je l'avais dit et répété, que ça m'avait fait énormément de bien de vivre une nouvelle aventure, de vivre quelque chose de nouveau, de casser ma routine, de sortir de ma zone de confort, même si ce n'était pas évident. Au début, le pari il a été réussi et ça m'a donné énormément d'énergie à chaque fois que je revenais avec le Stade Toulousain. Et je pense que ça s'est vu sur la fin de saison où j'avais un enthousiasme que j'ai quasiment, je pense, jamais eu sur une fin de saison avec Toulouse, parce que physiquement, les saisons sont très longues, mentalement aussi. Donc je pense que ça m'a déjà apporté ça. Et après, sur le rugby, il y a quand même toujours des spécificités. On a parlé sur le rugby, par exemple, que je ne travaillais pas jusqu'à présent et qui m'a permis d'avoir une corde de plus à mon arc. Et sur la préparation physique, puisque j'ai fait des séances spécifiques pour travailler les longues courses, les longues distances, et ça m'a permis d'améliorer ma vitesse aussi, qui m'a forcément servi à 15 derrière. Ça a été dur, ce double projet là, pendant quasiment un an, 9 mois. Ouais, pendant 6 mois, oui, ça a été quand même raide, puisque de faire les allers-retours, et à chaque fois, il fallait que je me prépare pour le 7. Quand je revenais, il fallait que je rebascule sur les efforts du 15. Et physiquement, c'était quand même très dur, surtout que le Tour de Madrid est arrivé 6 jours après la finale de Coupe d'Europe. Donc c'était T'as pas pu la fêter, cette finale de Coupe d'Europe? J'ai fait le soir même, quand même, pour marquer le coup. Mais après, dès le lendemain, j'étais avec les mecs, mais je fêtais plus parce que je savais que le surlendemain, je prenais l'avion pour aller à Madrid. Et c'était un moment où sur le coup, c'était dur parce que on s'entraîne tellement dur pour arriver à vivre des moments de joie, de liesse comme ça, que quand tu peux pas en profiter, c'était dur de partir. Mais je savais depuis le début que j'allais avoir 6 mois où j'allais devoir faire des sacrifices pour arriver à quelque chose espérer quelque chose de grand à la fin. Et évidemment qu'à chaque fois, les événements et les résultats m'ont donné raison. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux importer de ce que tu as appris du 7 dans ton quotidien aujourd'hui de 15iste? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas garder sur la prépa physique, sur la prépa mentale? Ouais, je pense sur la préparation physique, je vais essayer de garder un peu tout ce qu'on a travaillé, aussi sur tout le travail d'appui, puisque évidemment, on le sait, le jeu de duel à 7, il est hyper important. Et nous, à 15, des fois, on se concentre plus sur l'organisation collective, les schémas collectifs, trouver du lien. Et toute cette qualité de duelliste que j'avais, je l'avais un peu perdu, laissé de côté sur le terrain, mais aussi à l'entraînement la semaine, et de pouvoir le retravailler. J'ai repris aussi du plaisir là-dedans. Et donc tout ce travail-là, il faut que j'arrive à le continuer aussi. Et je pense aussi sur la préparation du match, il y a beaucoup plus, j'ai pas envie de dire de légèreté, mais de décontraction quand on est avec le 7. Il y en a toujours cette idée de l'ambiance avec la musique. Mais elle est réelle. Parce que quand tu joues 3 matchs dans la journée, tu ne peux pas passer toute une journée hyper focus. Tu perds trop d'influx, trop d'énergie. Et tu as besoin d'avoir ces moments où tu peux déconner. Et malgré ça, 5 minutes après, tu switches, tu prépares ta vidéo et ton match qui est une demi-heure ou 3/4 d'heure après. Et ça m'a quand même aussi fait beaucoup de bien. Et de me dire qu'aussi j'étais capable d'avoir cette décontraction et qui ne m'empêchait pas d'être hyper concentré et prêt le moment d'après. Qu'est-ce que tu vas garder du 7 là? Tu vas suivre encore le circuit, tu vas aller les voir Aller les voir, ça va être compliqué. Parce que sur une étape en Europe mais oui, les suivre bien sûr, puisque au-delà des joueurs, on a vécu quand même une aventure incroyable entre nous, et il y en a pas mal qui sont restés dans le circuit. Donc continuer à garder contact évidemment, et là je pense qu'on va se croiser aussi quand on sera à Marcoussis, donc ça sera sympa de pouvoir échanger. Eux, ils prépareront Dubaï qui arrivera à la fin du mois, et ça sera cool de pouvoir continuer à les voir. Et puis ceux qui sont en top 14 qu'on croise les week-ends, là j'ai croisé Aaron, Grandidier et Apo qui étaient pas sur le terrain, mais avec qui j'ai pu discuter un peu après, et c'est toujours des moments sympas. C'était aussi cette expérience à 7 une façon, on va dire, de mieux oublier ou digérer la Coupe du Monde 2023. Tu l'avais certes anticipé avant, mais ça s'est retrouvé à être un peu ça, oui, puisque c'est arrivé juste quelques mois après ce quart de finale. Donc oui, bien sûr que ça m'a permis de me plonger dans une aventure différente, de me remotiver avec de nouveaux objectifs.
Mais oui, comme je l'avais dit, ça faisait plus d'1 an et demi que tout était calé avec le club, avec la Fédé. Donc la principale motivation n'était pas là, mais ça s'était avéré être un peu ça. Bien sûr, ça m'a fait du bien. 1 an après, l'Afrique du Sud, cette défaite, c'est la plus dure défaite de ta carrière. Elle est comment? Tu l'as digérée, tu l'as re-regardé le match? Oui, je l'avais regardé le lendemain directement parce qu'il y avait évidemment beaucoup de frustration. Mais oui, bien sûr que ça sera toujours douloureux et je pense que ça le sera certainement toute notre vie. Et malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Il faut arriver à vivre avec, à relativiser, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y aura toujours des regrets sur ce match. On en parlera pendant encore longtemps, je pense. Bon, et c'est aussi un moteur pour les 3 ans qui arrivent, c'est la tournée, le tournoi qui va arriver, c'est aussi penser à ces moments difficiles pour avancer. Oui, non, mais je ne pense pas que ça soit un motif de revanche ou quoi que ce soit. Mais quand on sait que chaque match international qu'on va jouer là, on va le jouer pour préparer la Coupe du Monde qui arrive en 2027. Il y aura plein de nouveaux objectifs à court terme, à moyen terme d'ici là, avec les échéances qu'on connaît. Mais je pense que maintenant, on a cette expérience-là où on est arrivé après la Coupe du Monde 2019. Au premier tour en 2020, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. On était très jeunes, pour la plupart, on avait peu connu de victoires avec l'équipe de France. Et on sait tout le chemin qu'on a parcouru et toute la confiance qu'on a gagnée pour arriver le plus près possible pour cette Coupe du Monde. Et donc on sait le travail qu'il nous reste à faire sur les 3 prochaines années pour pouvoir postuler et prétendre à gagner ce titre. Ce titre que tout le rugby français attend. Antoine Dupont, les Jeux, en termes de notoriété, tu as senti l'impact par rapport à déjà ton notoriété qui était très importante et le boost de notoriété lié aux Jeux? Ouais, bien sûr. Déjà avant, quand j'étais à la fin de saison, quand j'ai commencé à annoncer que j'allais jouer avec le 7 après les premiers tournois, les gens, quand ils me croisaient, ils me disaient qu'une chose, c'était bonne chance pour les JO. Il n'y avait plus de top 14, de Coupe d'Europe. On sent vraiment que les JO, il n'y a rien de plus fédérateur dans le sport. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas passionnés de rugby, même pas de sport de base, qui se sont mis à nous soutenir et à nous féliciter une fois qu'on a eu gagné ce titre. Et on a pu, je pense, tous se rendre compte de l'ampleur que ça avait pu avoir dans le pays. Et puis, moi, j'avais déjà quand même une image qui était, une notoriété qui était assez importante, mais qui a, je pense, un peu grossi encore cet été. Et c'est quoi l'impact sur ton quotidien? C'est-à-dire, c'est compliqué de sortir dans la rue? Est-ce que, un peu comme Mbappé, parfois on entend son quotidien qui n'est pas facile. Est-ce que c'est devenu comme ça pour toi? Oui et non. Donc, à chaque fois qu'évidemment que je sors, les gens me reconnaissent, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent me déranger. Ils respectent aussi, je pense qu'ils sont très respectueux et puis ils sont habitués à me croiser aussi à Toulouse. Ça n'empêche pas que j'ai une très belle collection de casquettes. Mais malgré ça, ça ne m'empêche pas d'avoir une vie quasi normale. Et je pense qu'aussi on a la chance dans le rugby d'avoir un public et des gens qui sont respectueux de notre vie et de notre personne. Et puis comme je disais, c'est quand même toujours du positif, donc c'est dur de dire non. Tu sais que ma maman, qui est gersoise, tu vois, voilà, et qui a son franc-parler, elle a peur. Elle dit « j'ai peur pour Antoine », parce que maintenant tout le monde t'appelle Antoine, en fait, et ils vont me le polluer, elle dit. Donc voilà, cette notoriété, il n'y a pas de risque. Tu vas rester le Antoine authentique qu'on connaît de Castelnau. Mais j'ai pas eu, comme peuvent l'avoir certains athlètes, je pense par exemple avec les JO, un jour personne te connaît, ou le lendemain tout le monde connaît ton nom. Et j'ai quand même eu une graduation, c'est arrivé progressivement. J'ai pu m'y accoutumer petit à petit, que ce soit la notoriété, mais que ce soit les sollicitations extérieures, les partenariats. Je pense que j'ai maintenant une méthode qui fonctionne au quotidien avec mon agent, avec mon club, dans lequel j'arrive à me retrouver, à m'épanouir et surtout à continuer à être performant sur le terrain, parce que c'est ça qui reste le plus important. Donc, je n'ai pas eu un énorme changement cet été, donc il ne devrait pas y avoir de changement sur ma personne non plus. Je peux rassurer ma maman. Tu as rencontré LeBron James, tu as rencontré Léo Messi, c'est quand même des superstars mondiales du rugby. L'échange a porté sur quoi? Ils connaissaient le rugby, ils avaient suivi le Seven? Bon, avec LeBron, c'était très bref, donc il n'y a pas vraiment eu de discussion. Avec Messi, j'ai eu l'occasion de discuter
discuter plus longtemps de ce qu'on avait fait cet été, puisque lui il avait gagné la médaille à Pékin avec l'Argentine, et de sa vie là-bas, ma vie en France, des échanges plutôt normaux, même si la personne en face de moi l'était pas vraiment. Donc ouais, c'était hyper assez impressionnant évidemment, mais c'était quand même hyper cool de pouvoir avoir la chance de vivre des expériences comme ça. Tu es aussi allé voir les Chargers, je crois, oui, à Los Angeles, équipe de football américain. Est-ce que là, tu as observé des choses sur l'entraînement qui pouvaient t'intéresser, ou d'organisation, des choses que tu as pu peut-être répercuter au stade? Ben, si on a le même budget pour faire le centre d'entraînement, ça serait sympa. Mais leur stade, c'est 5 milliards, je crois. je ne sais pas, le centre d'entraînement, c'était 400 millions, ils ont dit. Ah oui, c'est pas mal. Donc il y a de quoi faire, mais non, mais c'est un autre monde. C'est un sport qui est complètement différent, mais évidemment qu'on peut y trouver quand même quelques similitudes. Donc j'ai pu échanger avec les staffs aussi, notamment, de savoir comment ils travaillaient sur la défense, sur les changements de direction, les appuis. Et après, sur le côté technique, c'est quand même différent, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse prendre, nous, ici, dans le rugby. Hugo Mola dit qu'il a souvent besoin de toi, Romain, enfin les plus grands joueurs du stade, il a besoin de vous nourrir par des choses nouvelles. Toi aussi, tu as besoin d'aller chercher des nouvelles choses, je ne sais pas, autour de la préparation, de la data, de la diététique, enfin de détails pour améliorer ta performance? Oui, et puis je pense que c'est aussi de casser la routine. Au final, on est quand même jeune, mais ça fait. Moi, c'est ma 8e saison au stade et c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et les saisons, elles sont quand même répétitives, redondantes. Il y a beaucoup de matchs. C'est quand même dur. Les semaines d'entraînement, elles sont dures, que ce soit physiquement, parce que le week-end, tu prends des coups et que la semaine, il faut t'entraîner dur pour être bon le week-end d'après. Donc, on a besoin d'avoir ces petites bulles, soit de faire autre chose, soit de changer la routine. Ça peut changer un changement sur les méthodes d'entraînement. Ça peut être des améliorations, puis aussi c'est surtout arriver à se remettre en question tout le temps, parce que si tu refais ce que tu as fait la saison dernière, ça ne marchera pas, parce que les autres ils auront bossé plus, ils auront trouvé de nouvelles choses, donc tu as toujours besoin de te réinventer. Je pense que nous, c'est quelque chose qui nous motive aussi, notre génération, parce qu'on n'est pas forcément les plus patients, je pense, et on est très exigeants, que ce soit vers nous-mêmes ou les gens qui sont autour de nous, donc je pense que ça motive tout le monde à se surpasser. C'est quoi l'objectif du Stade Toulousain pour 2025? Il y a eu le doublé en 2024? Pareil, c'est tout le temps ça notre objectif tous les ans, mais évidemment c'est très dur et on sait combien les saisons sont longues, même si je me répète, mais c'est la vérité. La Coupe d'Europe, Champions Cup reste un format différent où il faut être très bon sur chaque rencontre pour avoir un meilleur ranking pour les phases finales. Donc dès les matchs de décembre, il y aura des matchs à enjeu, même si ça ne sera pas des matchs couperés, ça sera tout comme. Donc il y aura toujours ces deux objectifs-là qui arrivent en même temps tous les ans et dans lesquels on essaye de performer au mieux. J'ai toujours été frappé dans tes conférences de presse, tu parlais de la Champions Cup, mais et aussi avec l'équipe de France. Tu réponds aux médias étrangers désormais en anglais. C'était un challenge ça pour toi, ou c'était... parce que c'est récent, c'est depuis 2 ans. Ouais, j'avais pris quelques cours ici avec le club. C'était évident pour le terrain, mais aussi en dehors. C'est vrai que quand les étrangers qui sont ici, ils font souvent l'effort de parler français, donc vite tu parles en français. On n'a pas l'occasion de pratiquer l'anglais au quotidien, qui est hyper important, on le sait aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire cet effort-là et je pense que c'est aussi apprécié des journalistes. Donc même si ce n'est pas toujours très correct, ils apprécient qu'on fasse l'effort. C'est très très bon, voilà. Mais c'est pas mal pour parler aux arbitres aussi. Oui, bien sûr, de pouvoir échanger sur le terrain. On sait que même si ça n'a pas une influence, on ne va pas le faire changer d'avis, mais de pouvoir rien que lui poser un questionnement ou bien comprendre ce qu'il nous demande, c'est quand même hyper important, cette relation-là. Il y a un débat un peu qui secoue le rugby, entre guillemets, hein, c'est le carton rouge allégé. La France est contre, on va dire, la fédération, les instances. Toi, quel est ton avis sur cette mesure qui pourrait quand même changer un peu la physionomie des matchs? Ça veut dire voilà, qu'on met 20 minutes, un joueur, l'équipe est à 14, et puis ensuite on fait rentrer un autre joueur que le joueur exclut. Est-ce que toi, tu trouves cette mesure intéressante? C'est dur de se positionner, ça, je pense qu'il faudrait faire au cas par cas, ça dépend des actions. Il y a des actions où il y a zéro doute, où il y a vraiment une volonté de faire mal, ou vraiment un non-respect de la règle qui mérite
un carton rouge sans aucun problème. Mais il y a des fois, quand c'est à la 10 ou 20e minute du match, qu'il y a un fait de jeu qui fait qu'il y a par exemple un contact épaule-tête, mais sans une grande gravité, et que tu te retrouves avec un carton rouge à jouer à 14. Mais c'est vrai que ça change beaucoup le match pour un geste qui n'est pas très méchant à la base. Mais je pense que les arbitres ont quand même fait aussi aujourd'hui des efforts sur ça, où au début de l'adaptation de cette règle, il y avait énormément de cartons rouges. Il y en a quand même moins aujourd'hui, où ils sont plus mitigés sur leurs avis, et il y a plus souvent des cartons jaunes sur ce type d'action. De toute façon, on verra si on le teste. Oui, on verra. Mais bon, ça peut aussi complexifier les règles qui sont déjà compliquées au rugby. Oui, mais il faut essayer de protéger l'intégrité des joueurs tout en gardant une certaine équité sur le terrain. Donc c'est une question qui n'est pas évidente. L'intégrité des joueurs, le calendrier, il y a un lien quand même. Aujourd'hui, tu as trouvé le bon, on va dire le bon rythme, avec le bon équilibre avec le Stade Toulousain. Je crois que l'an dernier, bon, c'était une année spéciale puisqu'il y a eu le 7 qui s'est rajouté. Mais en gros, c'est cet équilibre-là, priorité à la Champions Cup, les matchs importants de top 14, et puis le reste, voilà, équipe de France, l'équilibre est trouvé. Ou c'est encore trop? Non, on essaye. J'ai eu la chance, moi, d'avoir quand même une gestion qui a été optimale l'année dernière. Où, au final, avec le 7 aussi, quand je suis revenu, il n'y avait pas de match de top 14, donc j'ai pu avoir 2 semaines de vacances après mes 2 tournois. Donc j'ai eu la chance d'avoir mon staff qui a fait les efforts pour me permettre d'avoir des plages de récupération. Mais le problème, c'est que c'est chaque joueur qui doit négocier avec son staff pour pouvoir avoir des périodes de récupération. Et c'est ça qui reste le plus compliqué à faire. Des matchs, il y en a trop, tout le monde le sait. Mais pour autant, rien ne change et je ne suis pas sûr que ça soit prêt de changer de même. Et nous, on a vu à Toulouse qu'avec ce fonctionnement-là, avec des rotations, ça permet de maintenir une émulation, d'avoir des joueurs frais dans les moments qui comptent et surtout de voir émerger aussi d'autres joueurs. On a vu beaucoup de jeunes joueurs chez nous qui ont été très performants et qui nous ont permis d'avoir ce confort au classement sur la fin de saison parce que pendant les doublons, ils ont fait des super matchs. Et notamment permis cette magnifique saison la saison dernière. Comment tu te projettes sur l'avenir? Par exemple, entraîner, c'est quelque chose qui t'attire? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l'entraînement. Après, la fin de carrière, elle est encore normalement loin pour moi. C'est un objectif, 4 Coupes du Monde, ou tu t'imagines aux États-Unis? Je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout projeté. Je verrai comment est mon corps d'ici là, comment est ma tête aussi, parce que c'est ça aussi qui dicte si on continue ou si on arrête de jouer à un moment donné. Mais je pense que j'aurai besoin à un moment donné de aussi couper, de faire d'autres choses quand j'arrêterai ma carrière. Peut-être que j'y reviendrai par la suite, mais aujourd'hui, ce n'est pas un objectif. Donc, entraîner n'est pas une... Pas pour aujourd'hui, non. Tu ne seras pas le successeur d'un jour d'Hugo? Ouais, jamais dire jamais, mais aujourd'hui, je ne m'y vois pas quand je vois les horaires qu'ils font, honnêtement. Et le stress qu'ils se mettent au quotidien, ça ne me donne pas envie. Je pense que j'aurais passé peut-être 15 ans de ma vie à faire des efforts au quotidien sur mon hygiène de vie, ma performance, être bon tout le temps, que j'aurais besoin à un moment donné de me relâcher et de faire d'autres choses. L'hygiène de vie, la diététique et tout, c'est des choses sur lesquelles tu es pointilleux? Au quotidien, on est toujours en train de faire... Jamais d'écart, jamais Si, bien sûr. Si, j'ai un problème avec le sucre en plus. Donc, non, je n'ai pas une vie d'ascète non plus, mais malgré ça, il faut quand même toujours se coucher pas trop tard, bien manger, récupérer, faire la sieste pour être en forme toujours le week-end. Et c'est quand même une routine qui est hyper exigeante au quotidien. Contraignante, ça veut dire que tu fais la sieste tous les jours? Ouais, quasiment. D'accord. J'ai besoin de beaucoup comme de LeBron sommeil, James, dans un documentaire actuellement qui... Oui, je le regarde, le 5 majeur. Là, voilà, ça. tout à fait. J'ai entendu parler. LeBron James dit que s'il est là encore à 39 ans, c'est parce qu'il dort. Voilà. Il a une routine les jours de match. Je ne sais pas si tu as vu, il arrive pour un match le soir, il arrive à la salle à 8h30. Il fait 3 heures d'entraînement. Il rentre chez lui, 2 heures de sieste, il revient. Alors c'est du basket, hein, mais il a une routine incroyable. Toi, le jour de match, c'est quoi la tienne?
Nous, on a rendez-vous. Ouais, après, c'est complètement différent. Mais le personnellement, sport, ce que tu rajoutes par rapport au collectif, non? mais pas grand-chose. D'accord. Non, non. Parce que lui, il a son coach et tout, qui vient lui faire des étirements, des massages, de la cryothérapie. Enfin, c'est non. Je vais regarder, peut-être ça va m'inspirer, mais pour le moment, je n'en suis pas là. J'ai D'accord. encore mon corps qui fonctionne bien, donc ça va. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Parmi tes activités, outre le fait d'être allé aux États-Unis, tu as aussi ouvert, en tout cas réouvert une maison familiale qui est devenue une maison d'hôtes. Voilà, c'est important. Et raconte tout ce projet parce qu'il dénote aussi ce que tu es, c'est-à-dire attaché quand même à ta région. Mais en fait, ça fait partie c'est à l'intérieur du domaine qu'on avait déjà rénové avec mon frère. Ça fait 3 ans maintenant. Et il y a une partie, la maison familiale dans laquelle j'ai grandi, qui est au cœur du domaine, qu'on loue pour avoir des couchages supplémentaires sur tous les événements qu'on fait. Et qui, du coup, on a fait cette opération-là avec Airbnb pour proposer la location à des gens qui pourront venir dormir dans ma maison quand j'étais petit et pouvoir partager un moment avec eux dans mon village auquel je pense maintenant tout le monde le sait. Je suis très attaché parce que j'ai un noyau familial et amical très proche qui est originaire de mon village avec lesquels je suis toujours en contact quotidien. Donc c'est important pour moi de pouvoir y revenir souvent. On peut même faire des passes avec toi, tu dis. Ouais, donc je vais y passer une après-midi avec eux, pouvoir échanger. Mon frère pourra leur faire visite de la ferme et évidemment découvrir le domaine aussi dans lequel on va ouvrir un restaurant au printemps 25. Le fait d'être toujours proche quand même de tes racines, c'est capital. Ça veut dire que tu joueras jusqu'à la fin de ta carrière au Stade Toulousain? Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club en top 14 que le Stade Toulousain et je n'aurais pas de raison aujourd'hui non plus de changer. J'ai la chance d'être dans un club qui est performant, qui est dans une ville qui est agréable à vivre et qui est pas loin de là où je suis originaire en plus. Donc j'ai tous les facteurs qui sont réunis pour pouvoir continuer de m'épanouir ici. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais je sais que tu as aussi des intérêts, on va dire personnels, notamment pour certaines startups qui ont un impact sur la biodiversité. Je pense à Morpho, Ouais. voilà, dans laquelle tu es engagé via le fonds d'investissement Teampact de Benjamin Kaiser. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est quand même un aspect qu'on ne connaît pas trop de ta vie. Oui, mais ça fait partie des opportunités qu'on me propose qui sont extra rugby et qui sont toujours intéressantes de pouvoir se pencher sur d'autres secteurs, sur d'autres milieux avec Teampact du coup qui propose, il y a pas mal de joueurs de rugby qui travaillent avec eux puisqu'évidemment Ben Kaiser qui est dedans et qui m'avait proposé d'investir dans cette start-up qui participe à la reforestation, planter des arbres avec des drones dans des zones qui sont pas accessibles. Donc j'ai trouvé le projet hyper innovant et hyper cool et évidemment avec une cause derrière. Donc ça a allié deux choses positives et puis ça me permet de pouvoir me pencher sur d'autres sujets aussi que le rugby. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, j'imagine que tu es très sollicité par des partenaires. Tu regardes toujours l'aspect, on va dire, l'impact est important, le sens. Oui, bien sûr, c'est toujours important d'essayer de donner du sens aux choses qu'on fait. Et l'environnement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en parler pour savoir que l'urgence écologique, elle est déjà là. Donc, sans m'en faire un porte-parole, j'essaye d'apporter ma touche comme je peux au quotidien. Ça veut dire que ça fait partie des choses que tu t'imagines après ta carrière, justement, pour ton futur, ton avenir professionnel? Mais je suis curieux de plein de choses, donc comme je me lasse assez vite aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de secteurs qui m'intéresseront, dans lesquels je pourrai me pencher et j'espère que j'en trouverai un qui me passionnera autant que le rugby. Bon, alors, on va bientôt terminer, mais quand même, tes prestations de chanteur dans les rencontres du Papotin ont interpellé quand même Céline Dion. Voilà. Ouais, je suis en train de préparer mon nouvel album là, qui devrait sortir bientôt. Mais non, je n'ai pas découvert une carrière. On m'a fait sortir de ma zone de confort, mais je ne m'y attendais pas pour le coup. Donc, je n'ai pas pu me préparer non plus, prendre le miel et tout pour avoir ma voix suave. Mais c'était un moment hyper sympa, touchant, plein de sincérité. Et même si ce n'était pas évident, évidemment, puisqu'ils n'ont pas forcément de filtre, ils n'ont pas le même prisme que nous, mais ils ont une pertinence que peu de gens ont et c'était hyper intéressant de pouvoir faire cette émission.
Ça fait partie des belles rencontres voilà, liées à ton nouveau statut. Antoine, on va te remercier d'avoir été avec nous. Antoine Dupont, qui était donc l'invité exclusif de Sud Radio. C'était un plaisir. Tu n'as pas un petit message pour Yohann Huget, non? Tu avais une question, parce que du coup, voilà, la dernière fois, tu avais posé une question. Ouais, mais là, il a été gentil, donc je vais juste lui passer un petit coucou et ça sera très bien. Moi, je me souviens qu'il a dit, quand tu es parti aux États-Unis, de toute façon, tu étais parti avec Paul Pimienta, je crois. Oui. Il dit, ah, de toute façon, il ne peut pas rester tout seul. Il faut toujours qu'il soit avec un pote ou il ne peut pas rester seul. Ouais, c'est vrai, ça? J'ai cet instinct grégaire au fond de moi. J'ai toujours eu besoin d'avoir du monde autour. Je ne suis pas un solitaire. Voilà, d'où cet attachement au rugby. Bah, bien sûr, oui, les sports individuels, ça ne m'a jamais trop attiré. Ah, tu joues au tennis? Oui, mais je n'ai pas poussé aussi, je pense, pour ça, parce que j'avais besoin d'avoir les copains avec moi tout le temps. Voilà, les copains du Stade Toulousain notamment, voilà, avec quelques Gersois qui sont venus, parce qu'il y a toujours cette fidélité tout au long de ta carrière. On pense à Anthony Gelon, Paul Graou, qui sont désormais aussi près de toi dans ton quotidien. On te remercie, Antoine Dupont, d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de partager ce moment au nom de toute l'équipe rugby de Sud Radio, de tous les auditeurs qui sont des gros amateurs de rugby. Tu sais que le rugby, c'est plus de 15 heures chaque week-end. Le vendredi soir, la Pro D2, bien sûr. Et puis ensuite, le Top 14 ou la Champions Cup en fonction du programme. Ou le rugby international avec Daniel Herrero, qui te salue bien évidemment et qui nous égaye tous nos rendez-vous internationaux. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Grand plaisir. Et on se retrouve bien sûr pour les rendez-vous prochains sur Sud Radio pour parler rugby. Sud Radio, l'interview exclusive d'Antoine Dupont.